Bonjour, cette vidéo présente les principes de la cotation fonctionnelle. La cotation fonctionnelle est une méthode qui permet, à partir des conditions fonctionnelles donc d'un mécanisme, donc pour garantir son bon fonctionnement, d'établir des relations entre les cotes dimensionnelles des différentes pièces et de leurs défauts admissibles pour essayer de répartir ces défauts sur l'ensemble des pièces pour éviter des surcoûts de fabrication. Donc nous allons chercher à définir des cotes nominales et leur intervalle de tolérance. L'objectif est de respecter les jeux fonctionnels de notre système et de garantir l'interchangeabilité des pièces d'un mécanisme, donc lors de fabrication en série, ainsi que de diminuer les coûts de fabrication pour essayer donc de répartir les intervalles de tolérance sur l'ensemble des pièces pour éviter d'avoir des pièces avec des intervalles de tolérance trop contraignants et d'autres pièces avec des intervalles de tolérance trop importants. Chaque condition fonctionnelle, donc que ce soit un assemblage serré ou un guidage en rotation, un guidage en translation, va conduire à mettre en place sur le dessin d'ensemble, donc sur l'ensemble du mécanisme, un ajustement ou bien un jeu fonctionnel. Ce cours s'appuie sur l'exemple d'un étau de modélisme, donc ici un étau à roture. Dans un premier temps, nous allons définir le vocabulaire utilisé en cotation fonctionnelle, la cote condition ou le jeu, donc qui pourrait être un jeu positif dans le cas d'un jeu, ou un jeu négatif dans le cas d'un serrage. C'est donc une exigence qui est liée à l'assemblage ou au fonctionnement du mécanisme. On l'inscrira sur le dessin d'ensemble. On l'inscrit généralement sous forme d'une double flèche et par convention, cette double flèche sera orientée de la gauche vers la droite ou de bas en haut. La cote fonctionnelle. C'est la cote tolérancée que l'on verra apparaître sur le dessin de définition de la pièce. Donc cette cote aura une influence sur le jeu fonctionnel, donc sur la cote condition. Les surfaces terminales sont les surfaces qui sont perpendiculaires à la cote condition et donc qui encadrent cette cote condition. Donc c'est entre ces deux surfaces que nous aurons un jeu ou un serrage. Les surfaces de contact seront toutes les surfaces de contact entre les différentes pièces qui devront être prises en compte pour garantir ce jeu fonctionnel. Elles seront orientées perpendiculairement au jeu. Alors nous allons voir comment l'on peut tracer cette chaîne de cotes. Il faut chercher à trouver l'ensemble des cotes ayant une influence sur cette cote condition, et cela sans ambiguïté. Donc nous ne pourrons trouver qu'une seule chaîne de cotes pour garantir une cote condition. Alors la méthode consiste à tracer dans un premier temps un graphe des contacts, identifier l'emplacement de la cote condition, identifier les différentes surfaces terminales, donc les deux surfaces terminales, et l'ensemble des surfaces de contact orthogonales à cette cote condition, et ensuite trouver le chemin le plus court pour aller d'une surface terminale à l'autre. Donc la chaîne de cotes doit avoir le moins de maillons possible et ne posséder qu'un seul maillon par pièce, c'est-à-dire on aura une seule cote fonctionnelle par pièce qui correspondra à une cote condition. Si nous prenons l'exemple de cette partie du mécanisme, c'est-à-dire le guidage en rotation de la vis par rapport au mort fixe, donc nous voyons qu'on a ici 4 pièces, donc la vis 3, le mort fixe 1, un anneau élastique 5 et éventuellement le levier 4. Si l'on veut tracer le graphe des contacts, nous avons donc ces 4 pièces. Nous avons deux contacts
sur ce dessin qui est en fait un contact cylindrique entre 3 et 4. Donc nous pouvons éventuellement identifier les deux plans tangents entre 3 et 4, un contact cylindrique entre 1 et 3, et un contact plan entre 1 et 3, qui est donc l'épaulement qui permet la réentranslation de la vis par rapport au mort. Donc nous pourrons identifier une surface de contact entre 3 et 1, un contact cylindrique entre 3 et 5, et une surface plane de contact entre 3 et 5. Donc nous pouvons encore une fois identifier cette surface de contact en mettant un petit fanion 5 à gauche, un petit fanion 3 à gauche pour montrer que c'est la surface de contact entre 5 et 3. Nous identifions un jeu fonctionnel que l'on appelle ici JA entre 1 et 5. Donc entre ces deux surfaces, donc qui seront en fait des surfaces terminales qui nous permettront d'identifier ce jeu fonctionnel. Ce jeu fonctionnel est nécessaire pour éviter de bloquer le degré de liberté en rotation et permettre le montage de l'anneau élastique. Donc c'est bien une cote condition qui va permettre de garantir le bon fonctionnement du mécanisme et donc en l'occurrence la bonne rotation de la vis 3 par rapport au mort 1. Donc nous allons chercher à tracer la chaîne de cotes, donc en partant de la pièce 1, en allant à une surface orthogonale au jeu condition entre 1 et 3. Donc nous allons identifier une cote A1. Puis en partant de cette surface entre 1 et 3, nous allons à une surface entre 3 et 5. Nous identifions une cote A3. Puis une dernière cote entre la surface de contact entre 5 et 3 et la surface terminale de 5. Donc nous avons ici tracé ici une chaîne de cotes. Nous remarquons que A1 correspond à une cote liée à la pièce 1, que A3 correspond à une cote liée à la pièce 3, et que A5 correspond à une cote liée à la pièce 5. Donc une seule cote par pièce, et nous ne pouvons trouver un chemin plus court entre les deux surfaces terminales de 1 et de 5. Maintenant, nous allons travailler sur cette chaîne de cotes. Donc vous avez remarqué que nous avons utilisé des vecteurs pour définir ces cotes. Donc nous allons écrire ce jeu fonctionnel sous forme d'une somme de vecteurs. Donc le jeu JA est égal à la somme des vecteurs A1, A3, A5. Si nous projetons cette équation sur la direction de JA, nous pouvons trouver que JA c'est moins A1 plus A3 moins A5. Et ensuite, nous allons chercher à définir le jeu maxi et le jeu mini en prenant le maximum pour les cotes dans le même sens et le minimum pour les cotes dans le sens opposé. Donc le jeu maxi sera obtenu pour la cote minimum de A1, la cote maximum de A3 et la cote minimum de A5. Et pour le jeu mini, il faudra prendre l'inverse. Nous pouvons remarquer que si nous voulons déterminer l'intervalle de tolérance du jeu A, donc qui est égal au jeu A maxi et moins le jeu A mini, nous remarquons qu'il sera égal à la somme des intervalles de tolérance. Donc, pour avoir un jeu JA, il faut répartir cet intervalle de tolérance de JA sur l'ensemble des cotes. Donc, plus notre chaîne de cotes sera longue, plus les intervalles de tolérance devront se partager l'intervalle de tolérance du jeu, et donc plus nous risquons d'avoir des intervalles de tolérance contraignants. Si nous voulons donc faire une application numérique sur ce dessin, nous pouvons prendre donc les cotes des différentes pièces. Donc ici, nous prenons pour un circlipse de cette taille-là une cote A5 qui est donnée par le constructeur et donc par le fournisseur du circlipse. Nous pouvons imaginer que la cote A1 a été déterminée au préalable donc par une autre condition. Nous voulons un jeu JA au moins égal à 0,5 mm et au maximum égal à 2 mm.
nous pouvons ensuite déterminer la cote A3 qui permettra de garantir cette cote condition. Et donc sur chacun des dessins de définition, nous pourrons écrire cette cote fonctionnelle avec son intervalle de tolérance. Voilà, c'est tout pour ce cours sur la cotation fonctionnelle.